découvert hier et que nous sommes invités à poursuivre en mots. Les mots peuvent sembler effectivement bien fades ou bien peu rythmés lorsque, évidemment, on a la chance de pouvoir vivre une telle communion au fond dans l'appartenance et aussi dans la différence qui constitue d'une certaine manière l'expérience même de la musique. C'est vrai qu'on ne peut pas rêver meilleure expérience que la musique pour saisir la façon dont l'appartenance, l'identité, la différence, le goût de l'aventure, la rencontre, le lien avec l'autre peuvent se conjuguer harmonieusement. Mais si nous étions évidemment dans un monde harmonieux, si tout se passait aussi bien que sur une scène de musique, alors nous n'aurions besoin ni de philosophes, ni d'historiens. Et je vais essayer de prendre au sérieux cette question du rapport entre histoire et philosophie sur ces questions qui sont des questions qui nous appartiennent, qui sont adressées à chacune et chacun d'entre nous, qui concernent nos vies. Et bien sûr que la philosophie sur l'identité peut paraître bien théorique, voire contournée, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elle s'adresse directement à nos sociétés et que ce que nous venons d'entendre, Ali Ben Makhlouf, moi je le ressens aussi comme historien et comme historien confronté à ces embarras de l'identité tels que l'ont défini effectivement les travaux de Vincent Descombes. Mon ami vient de citer Vincent Descombes, ce philosophe français qui peut paraître aride ou ardu. Eh bien, je dirais d'emblée que, comme historien, moi, il m'inspire, par exemple, ce livre dont tu as parlé, qui pose la question, qui, encore une fois, paraît strictement logique. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on dit les Romains ont vaincu les Carthaginois? On dit nous les Romains qui sommes encore en train de nous identifier aux Romains d'avant et en quoi sommes-nous à glorifier des victoires passées. Ça peut paraître un problème théorique, mais Vincent Descombes poursuit. Il dit par exemple, Aristote évoque la question qui est une question théorique, mais qui devient une question de droit liée à l'histoire. Athènes était en dette vis-à-vis de cités grecques, et puis a eu lieu une catastrophe historique, la tyrannie des 30, et puis les Athéniens ont réussi en 430 à se libérer de cette tyrannie. Alors sont-ils encore redevables des dettes contractées par les anciens tyrans? Et là, d'un coup, on s'est dit, mais oui, ça nous intéresse. Mais oui, on peut poser cette question grecque à notre contemporanéité, et à notre contemporanéité partagée, à la possibilité d'avoir un contemporain partagé. La question coloniale, n'est-elle pas tout entière dans ce dilemme? Jusqu'à quelle génération sommes-nous encore redevables des crimes du passé? Je ne dis pas ça pour m'en affranchir, je dis ça parce que précisément, je pense que c'est plus long qu'on le pense, c'est bien plus long qu'on le croit. Et on serait très inconséquent de considérer au fond que l'histoire va mettre du jeu dans tout ça, que l'histoire va permettre de dire les choses changent et d'une certaine manière nous ne sommes plus redevables. Non, bien entendu que dans ce que vient de dire Ali Ben Makhlouf sur cette question logique de l'identité, on pourrait dire que la seule chose qu'apporte l'historien, c'est le jeu du temps, c'est l'usure du temps, c'est la manière dont le temps va faire vaciller ces catégories. Et pas forcément le temps long, car on attend toujours des historiennes et des historiens de métier qu'ils nous rassurent sur l'ancienneté de nos continuités, qu'ils nous confortent sur la solidité de nos identités, qu'ils construisent des récits amples et anciens qui viendraient, au fond, conforter l'authenticité. Mais une historienne ou un historien, ça peut être aussi, je dirais, le spécialiste des événements, de la brusquerie efficace des événements, de la manière dont les choses basculent plus rapidement qu'on le croit. L'histoire n'est pas la science du passé, disait Marc Bloch.
l'histoire est la science du changement social. Vous faisiez allusion au foot et à la puissance, effectivement, d'identification qu'une victoire au foot peut susciter dès lors qu'on la code politiquement. C'est le cas avec les Lions de l'Atlas, je le sais bien, comme français, je suis navré, lié évidemment à une conception plurielle, ouverte, diverse de la nation, et cela nous a été très bien dit également en introduction, et je sais bien que c'est dans ce contexte politique que je m'exprime, et j'en suis particulièrement honoré. Les Français n'ont ni en foot, ni en histoire, aucune leçon à donner à quiconque, mais je rappellerai simplement que nous avons connu aussi une exaltation multiculturelle en 1998 avec la victoire de la France dite Black Blanc Beurre, et que 3 ans plus tard, la Marseillaise était sifflée au Stade de France, et que 4 ans plus tard, les grandes émeutes, 5 ans plus tard, les grandes émeutes des banlieues françaises, eh bien, mettaient en avant une conception agressive, crispation identitaire, disiez-vous, qui allait, d'une certaine manière, rendre, sinon caduque, du moins très éphémère, cet idéal d'une société multiculturelle, comme si on revenait toujours, et avec une rapidité qui ne cessait, au fond, de nous étonner, à des formes, oui, raides d'identité et d'appartenance. Vincent Descombes, dans son livre « Les embarras de l'identité », eh bien, tout philosophe qu'il est, et c'est comme cela que nous pourrions effectivement dialoguer, donne la meilleure définition de ce que j'appelle l'historicité, c'est-à-dire du fait que nous sommes effectivement dans une société qui agit et qui pâtit, une société qui n'est pas logique en sens où elle est effectivement également une collection d'affects historiquement datés. Et d'une certaine manière, être, je dirais, simplement historien, sottement historien, ça consisterait à éliminer cette question, à en refuser, je dirais, à la fois la pertinence logique, mais aussi, je dirais, l'efficacité émotionnelle, et dire, mais non, il n'y a pas d'identité, il n'y a qu'un processus d'identification. De dire, mais non, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a que des volontés d'appartenir. Et tout le reste n'est au fond qu'une rétroprojection dans le passé de nos propres affects politiques. Tout le reste ne vaut pas au regard de l'histoire. Mais ce serait évidemment être inconséquent, je le répète, et en tout cas tout à fait peu, je dirais, respectueux de la puissance émotionnelle de ce qu'un écrivain et poète français, Jean-Christophe Bailly, appelle l'émotion d'appartenance. Et là encore, on peut le dire avec des écrivains, on peut le dire avec des philosophes, on peut choisir Achille Mbembe pour le dire dans la politique de l'inimitié. Que dit-il? Eh bien, il parle de musique, justement. Il dit « Personne ne m'empêchera de chanter avec émotion les chansons de mon pays, parce que d'une certaine manière, je suis... les accidents de l'histoire et de la vie m'ont fait naître quelque part, et quand j'entends les chansons de mon pays, surtout lorsque je n'y suis plus, j'ai une émotion qui est tout à fait particulière, mais ce n'est pas pour cela que je vais considérer pour rien ceux qui ne sont pas moi-même, et que ce processus d'identification, la musique, justement, l'ouvre, l'aère, le fait respirer bien davantage, et qu'on peut créer ainsi ce qu'il appelle l'éthique du passant. Pour moi, c'est très important d'en parler ici, au Maroc, parce que, étudiant, c'était la fin des années 80 et au début des années 90, j'ai été amené plusieurs fois au Maroc, mais aussi en Tunisie et en Algérie, sur des chantiers archéologiques par mon maître, qui était Yvon Tébert, et qui a écrit un article absolument fondamental dans les annales d'une revue française d'histoire, qui justement sur le rapport, je parlais de Rome, entre
l'authenticité berbère affichée en Afrique du Nord, et puis la colonisation romaine. On sait bien que le colon français s'est autorisé du précédent romain pour lier l'authenticité des peuples qu'il dominait. Mais en même temps, faut-il pour autant refuser aux sociétés, en l'occurrence les sociétés d'Afrique du Nord dans l'Empire romain, qui était un des plus puissantes provinces d'alors, la possibilité qu'elles ont eue de jouer de ces appartenances, de construire leur propre identité, et faut-il les ramener à une authenticité berbère. Alors, il y avait évidemment des historiens français qui étaient des militants anticoloniaux qui en rajoutaient à ce moment-là dans l'identité, qui disaient mais non, ces villes, ces régions se sont couvertes de villes romaines, mais cette romanité n'était qu'une chemise fine qui était posée sur un substrat berbère qui lui est authentique, qui lui est réel, qui là est l'identité. Et mon maître Yvon Thévert avait une phrase, c'était le titre de cet article, opposé l'histoire inversée à l'histoire décolonisée. Il disait cette histoire s'inverse, mais elle ne se décolonise pas. Et cette question, à mon avis, elle est fondamentale pour essayer de saisir une voie, de suivre cette voie, de la reconnaître et de la suivre entre la crispation identitaire, comme vous l'appelez, et je n'ai pas besoin sans doute ici d'en décrire trop longuement les symptômes, quand tout en Méditerranée, quand tout en Europe et quand tout dans le monde nous indique ces conséquences fumeuses. Et en même temps, c'est notre commerce avec le monde, celui qui risque au fond de se définir comme normal si on ne songe pas à y contrevenir. Mais pour cela, il faut produire un autre récit. Pour cela, il faut poursuivre, et peut-être par l'histoire, par la philosophie, mais surtout par le dialogue, surtout par l'échange, surtout avec la société dans une construction raisonnée d'un espace public, une manière de sortir de cette tenaille mortifère qui nous enserre entre, disons, l'enracinement et le cosmopolitisme. Comme si nous n'aurions que le choix entre une politique enracinée qui ramène chacun à son origine et une politique hors sol qui ignore que l'authenticité est aussi la dernière ressource de ceux qui en ont si peu et qui font aussi peu de cas de cette émotion d'appartenance. Alors comment faire? Précisément en rappelant que si j'historicise mon émotion, si j'apprends, faisant de l'histoire, que cette émotion n'a pas toujours été déjà là, que la France, pas plus que le Maroc, n'est toujours éternellement identique à elle-même, que tout cela, effectivement, crée des valeurs, mais que ces valeurs ont une histoire. En quoi les ramenant au passé, ou simplement au travail du temps, je les fragiliserai. Il faut, pour le coup, avoir une conception strictement religieuse du monde pour penser que seuls les principes accrochés dans le ciel éternel des idées font des accroches suffisantes pour tenir le monde. On peut aussi croire, espérer, et surtout travailler à ce que ça advienne, que la société tienne d'elle-même à ce qu'elle croit juste et vrai, précisément parce qu'elle pense
que ce juste et ce vrai, cette valeur, a une histoire. Elle a eu un passé, qu'elle peut avoir un avenir. Et d'une certaine manière, notre commerce avec le monde, aujourd'hui, vient de le présenter dans les termes, qui sont les termes de la philosophie, et les termes de l'histoire, avec des valeurs et des paradigmes qui sont ceux de notre culture. Et tout ça est en train de changer. À partir du moment où le changement climatique, justement, refonde le monde comme une communauté de destin et de danger. À partir du moment où ce que l'on pensait, d'une certaine manière, des menaces lointaines, devient imminent, devient calculable, où une urgence ne peut plus en chasser une autre, mais elle nous est commune. Alors évidemment, tout change du point de vue des rapports entre l'identité et l'appartenance, tout change du point de vue de cette usure par le temps des catégories philosophiques dont on a parlé. On ne peut plus simplement se contenter de raisonner comme voilà, on le faisait avec nos références anciennes. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut ressaisir la puissance des rapports entre identité et appartenance dès lors qu'on renégocie notre rapport à l'universel. C'est peut-être cela, au fond, le mot qui a été ici ou là lâché et qui est le mot du litige. Nous en parlons souvent, et on en parlait encore il y a 15 jours au Collège de France à l'invitation de mon collègue Antoine Lilti qui nous avait invité, Ali et moi, à réfléchir à la manière dont on devait pluraliser les lumières. Alors, voilà, encore une manière de comprendre comment on peut, au fond, continuer à être ensemble sans être nécessairement uniforme et identique à nous-mêmes. C'est quelque chose que le monde aujourd'hui nous invite à penser, et tout dans y compris d'ailleurs le Covid, qui nous a, cette expérience mondiale qui nous a au fond amené à être simultanément séparés, ensemble isolés. Comment ne pas imaginer que tout cela ne change pas en profondeur le rapport entre identité et appartenance. Et encore une fois, je le répète, j'ai tenté de jouer le jeu de ce dialogue entre l'histoire et la philosophie, mais ce n'est ni l'histoire seule, ni la philosophie seule qui peuvent, au fond, statuer sur ce qu'est l'identité ou ce qu'est l'appartenance. C'est la société tout entière, la société voilà, universelle de celles et ceux qui habitent la Terre et qui doivent trouver les... قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.